Bonsoir à tous. Bienvenue au Momie National et au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux rencontres des savoir-faire avec un nouvel épisode des aspirations lointaines, l'envie de faire témoigner ceux qui sont partis parfois loin, comme ce soir, pour justement faire un retour d'expérience, mieux nous faire partager leur découverte de culture lointaine et de pratiques aussi lointaines. Alors ce soir, deux intervenants autour de la Villa Kujuyama, qui est une résidence française, une résidence d'artistes français au Japon, à Kyoto. Deux personnalités, deux artisans d'art et plus, qui vont nous présenter leurs travaux, et deux personnalités qui y sont allées à des moments différents, évidemment pas dans l'année écoulée, mais sauf pour Fanny, mais Karl il y a beaucoup plus longtemps. Et donc on va commencer justement par le premier intervenant, par le Karl Maslow, qui est joaillier, j'allais dire de père en fils, puisqu'il a été formé par son père, mais aussi formé à l'école Boulle. Et une des spécificités de Karl, c'est pas nécessairement de travailler sur les matériaux habituels de la joaillerie, mais de s'intéresser à d'autres matériaux, des matériaux plus peut-être communs, mais aussi qu'il arrive à magnifier grâce à son agilité. Et on peut citer évidemment de l'acier damassé, de la brique et autres éléments. Ce qui distingue Karl, c'est des récompenses. Les deux sont distingués par des récompenses, mais donc, il faut que je les cite, c'est intéressant et important. Donc Karl a été distingué par la Fondation Bettencourt, par le Rotary Club, par le prix Atelier d'Art de France et aussi par la bourse de la Fondation Banque Populaire, dont je salue la présence de sa directrice générale. Et en 2016, donc maintenant ça fait quelques temps, il est parti quelques mois, et il va nous préciser tout cela, à la Villa Kujuyama. Donc je te laisse la parole, une petite demi-heure, et puis après on fera les questions, on te posera des questions. Okay. Merci déjà Marc pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu la chance de partir voyager au Japon pendant une durée de 4 mois initialement, mais j'ai très vite prolongé mon séjour à 6 mois. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a plein d'inattendus en fait dans un voyage comme celui-ci. Et les projets ne se passent jamais sans encombre. Donc voilà, je vais vous expliquer plus en détail. Donc déjà, j'ai décidé de partir au Japon par le biais de la Villa Kujuyama. Donc comme Marc le disait, c'est une institution qui est mécénée par la Fondation Bettencourt-Schoeller et l'Institut français. J'y suis allé dans l'objectif de revaloriser mon métier que je trouvais trop connoté, avec trop compartimenté. Il n'y avait pas d'ouverture vers l'extérieur, il n'y avait pas de transversalité entre métiers. Donc je voulais chercher cette richesse-là et cette hybridation de savoir-faire et d'échange au Japon. Donc pour ce faire, me voilà projeté à l'autre bout du monde, au Japon. Je me retrouve à la Villa Kujuyama, donc je suis parti vraiment avec le strict minimum, un petit sac avec quelques outils, parce qu'il faut bien penser que ces temps de recherche, c'est vraiment des temps de recherche et c'est pas de la fabrication. Donc je m'étais vraiment fait violence pour n'emporter que le strict minimum. Et voilà, c'était assez compliqué pour moi de quitter l'atelier. J'avais pas l'habitude de faire, d'avoir des temps de recherche et de prendre le temps pour dessiner et pour penser à autre chose qu'à la fabrication. Donc voilà, la Villa Kujuyama, c'est le point de départ. C'est une villa qui est au milieu de la forêt, vraiment, perchée en haut d'une montagne. Donc là, vous pouvez le voir. Il y a vraiment un petit ponton où Fanny pourra témoigner, mais on y passe beaucoup de temps. C'est là où se font les apéros aussi. et les rencontres surtout, parce que au-delà que ça soit juste un lieu de résidence, c'est aussi des lieux d'échange entre résidents qu'on n'aurait jamais rencontrés en temps normal.
Donc il y a eu des échanges très intéressants entre designers, architectes, danseurs, écrivaines. Et je cite par exemple Ryoko Sekiguchi, dont je vais parler à la fin, qui est poétesse et écrivaine, qui a écrit beaucoup sur le Japon. Je vous ai mis des références à la fin de quelques livres. Donc c'est toute cette richesse-là que j'ai découvert déjà par le biais de la Villa Kujuyama. Et ensuite, d'après ce point de départ, il y a des émulations qui se créent au sein de nos studios. Donc il y a des rencontres qui se font chaque mois où ils invitent des personnalités pour qu'on présente nos recherches. Ces recherches, en fait, elles étaient simplement pour moi d'aller à la rencontre de savoir-faire qui étaient complémentaires aux miens et qui pouvaient un peu bousculer ma façon de penser, ma façon d'appréhender la matière et d'en découvrir des nouvelles. Donc j'ai découvert par exemple cet artiste qui est très connu maintenant, qui s'appelle Tanabe Shinkusai, avec qui j'ai beaucoup parlé de transmission, parce qu'il a été, on va dire, formé par son père. Et là, il faut savoir qu'au Japon, la transmission, elle se fait déjà que par le garçon. C'est-à-dire, s'il y a une fille avant, elle n'obtient pas la transmission de l'art de son père. Voilà. Donc c'est assez compliqué, et donc j'ai beaucoup parlé de ça pour comprendre aussi comment se faisait la formation et quelle chance on pouvait avoir aussi en France d'avoir un accès assez confortable et d'apprendre facilement auprès de maîtres, auprès de stages, etc. Il y a eu cette rencontre avec Takeshi Nishimura, avec qui j'ai dialogué pour comprendre un peu plus son art et surtout travailler sur les motifs qui fabriquaient en fait son art. Donc le Yuzen, c'est en fait l'art de créer des motifs sur les kimonos. À la base, c'est ça. Et lui le retranscrit sur d'autres supports. Donc c'était intéressant de voir comment un art qui se perd, parce que plus personne n'achète de kimono, comment une personne de son âge arrive à se réinventer. Et en fait, ces rencontres-là, elles ont chamboulé un peu ma façon de penser, puisque parce que tout simplement, en fait, quand j'allais le voir, je restais à le contempler, à l'écouter, à apprendre. Il m'a sorti toutes ces archives de motifs qui m'ont beaucoup inspiré. Et vous verrez dans les prochaines diapos comment j'ai utilisé le motif sur le métal. Donc voilà, ici je vous présente, c'était mon atelier au Japon. Donc j'ai eu cette chance de travailler dans un atelier d'orfèvrerie où l'idée était en échange d'avoir un lieu de travail, parce qu'il fallait aussi chercher un endroit pour expérimenter, parce que voilà, en tant que tout créateur a besoin de formaliser par la matière ou par le dessin en faisant des maquettes. Donc j'ai fait un deal avec la maison Seikado. C'était de travailler un peu pour eux et d'expérimenter un objet de leur quotidien, donc un objet du quotidien du Japon. Eux sont spécialisés dans l'orfèvrerie, dans tout ce qui est art du saké, art de la cérémonie du thé, par le biais de coupelles, tout ce qui est lié à l'art de la table. Donc j'ai pris parti de prendre le verre de saké et de le réinterpréter à ma façon, en y mêlant en fait un paysage à chaque fois figuratif qui représente une saison, qui a été inspiré par des paysages que j'ai vus durant mon voyage, et en appliquant des techniques que j'ai apprises durant mon séjour au Japon. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a la technique de la feuille d'or, la technique de la laque qui est transparente, qui vient lier la feuille d'or au métal, et des techniques d'orfèvrerie que je ne connaissais pas du tout, et surtout travailler et dialoguer avec l'étain
qui était une matière que je ne connaissais pas et que j'ai dû apprendre à apprivoiser. Donc il y a eu plein de ratés avant, hein, évidemment, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, c'était intéressant d'appréhender une nouvelle matière et de se l'approprier pour on va dire, expérimenter. Et finalement, cette expérimentation, belle surprise, il y a eu des expositions grâce à elle et des rencontres. Donc, première exposition, Galerie Seikado, donc là où j'ai été reçu. Ça a été le début de beaucoup de rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de créateurs maintenant et d'artistes avec qui je collabore. Il y a eu Kunihiko Moriguchi, qui est un trésor national vivant, qui est en fait expert dans la peinture sur kimono, qui a travaillé avec, son maître était Balthus. Donc c'est quelqu'un qui est très reconnu au Japon et qui m'a beaucoup transmis, et c'est lui qui m'a poussé à prolonger mon voyage. Voilà. Initialement, j'étais 4 mois au Japon, j'ai prolongé jusqu'à 6 mois, qui est le maximum. Il y a une exposition au musée de la chasse et de la nature à mon retour. Je reviendrai sur le retour aussi de résidence. C'est un peu un choc quand on passe quand on passe autant de temps à l'étranger. Il y a ce retour à la réalité qui est assez violent, donc on en parlera après. J'ai rencontré une personne qui est un forgeron qui s'appelle Kosuke Kato, qui travaille dans la campagne près de Tokyo. Ça a été une personne que j'ai rencontrée à la fin de mon séjour. J'ai mis peut-être 4 mois on peut dire apprivoiser, ou je ne sais pas, mais j'ai essayé de tout faire pour travailler avec lui, parce que son art était vraiment intéressant. C'était donc c'est l'art de forger initialement les katanas, les sabres japonais, et lui le retranscrit par des objets, des sculptures. Et en fait, cette matière m'intriguait beaucoup et j'avais envie de la comprendre. Donc il a fallu un peu de temps pour qu'il accepte de me rencontrer et de passer du temps avec moi dans son atelier. Finalement, on a passé peut-être 14 jours non-stop, 7 jours sur 7 avec lui. Et en fait, je ne remercierai jamais assez, parce que je me mets toujours à la place je me suis mis souvent à sa place. Je me suis dit, si le même schéma arrivait à Paris et qu'il venait pour me dire, écoute, Karl, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais expérimenter avec toi, viens, on passe 14 jours ensemble, j'arrête mon quotidien, il dort chez moi. C'est ce qui s'est passé à l'inverse. Et en fait, j'ai appris énormément. C'est-à-dire que, au-delà de la technique, j'ai appris à comment, en fait, toute sa formation, comment ça s'est passé auprès de son maître, les sacrifices aussi qu'il a fait. C'est important de savoir que, des fois, pour réussir, il faut mettre de côté sa vie perso. Et en fait, ça a été un bel exemple, une belle leçon de vie. Et du coup, ce qui s'est passé à la suite de cet échange, on a créé une matière, donc, qui est l'acide amassé, qui est un métal replié. Si vous avez des questions sur cette technique, on pourra y revenir dans les questions. Donc j'ai utilisé cette matière pour la retranscrire dans les bijoux. J'aimais bien cette idée d'utiliser cette technique qui est initialement utilisée pour les armes blanches et de l'incorporer dans le bijou et d'en faire quelque chose un peu comme un trompe-l'œil et l'imaginer comme une pierre. Voilà, il y a toutes ces phases de recherche et de dessin que j'ai eues pendant ce séjour et après. Il y a eu la naissance de cette bague qui comme Marc le disait, en fait, m'a permis d'obtenir le prix Bettencourt de la fondation, le prix d'intelligence de la main de la fondation Bettencourt-Scholler.
j'ai pu aussi expérimenter le travail de la nacre et de la laque. Et j'ai beaucoup, comment dire, je disais que j'étais parti avec juste un petit sac avec moi lors de mon voyage, mais j'ai emporté en fait des barres de métal que j'ai resculptées une fois là-bas pour en faire comme des poinçons. Parce que en fait, il y a une richesse assez incroyable dans la culture japonaise qui est liée à tout ce qui est tampons, signatures et estampes japonaises qui est très riche en motifs. Notamment avec la calligraphie. Je vous ai mis un exemple de comment en fait je tire mon inspiration pendant un voyage où en fait j'ai étudié beaucoup les estampes, j'ai étudié les haïkus, les peintures, et j'ai repris en fait certains motifs pour les retranscrire sur le dessin. De ces dessins-là, par exemple, on y voit par exemple les traits de la pluie qui donnent un caractère assez fort au dessin. Et ensuite, vous avez l'application de la texture que j'ai faite directement sur le métal. Pareil ici, on a l'inspiration, le dessin et ensuite la texture appliquée sur le métal. Pareil, il y a eu toute une recherche de photographie que j'ai ensuite retranscrit par le dessin. Donc pour vous donner un exemple concret, comment je travaille, c'est-à-dire à partir de ces esquisses, il y a l'application sur la texture, sur le métal. Voilà son application. Ces applications, en fait, elles me permettent d'archiver tout ce que j'ai pu collecter durant ce voyage et de les archiver. Elles vont me permettre, on va dire, de recréer ces motifs sur le métal. Ça peut être sur des panneaux décoratifs, ça peut être sur des objets, ça va être aussi, comment dire, je vais pouvoir les remettre sur les bijoux. Là, il y a un exemple concret. Et voilà. On va finir sur un peu les références des livres que je vous conseille si vous voulez rentrer en immersion dans la culture japonaise. Donc évidemment, il y a les 72 saisons à la Villa Kujiyama qui retracent tous les artistes qui sont passés par cette résidence. Donc il y a des témoignages, des photos, et voilà, je vous le conseille. Il y a le Japon, qui est le Japon voyage, un voyage silencieux. Il y a Artisan et Inconnu de Soetsu Yanagi. Il est difficile à trouver, donc il y a une nouvelle version qui est sortie, qui s'appelle Beauté de Mingé, qui est sortie le mois dernier, qui est en fait l'adaptation de ce livre Artisan et Inconnu, et le récit de Ryoko Sekiguchi, qui était en résidence avec moi au Japon, qui parle des saisons justement, et l'éloge de l'ombre, voilà, qui est une référence en matière d'immersion dans le Japon et dans les objets et l'artisanat. Voilà. Merci beaucoup, Karl, de nous avoir fait partager ces voyages et ces découvertes. Je vais poser tout de suite la question, comme ça vous permettra de vous chauffer pour poser d'autres questions. Tu as parlé de cette confrontation au retour au réel. Oui. Ça, je pense qu'il faut que tu en parles, parce que c'est une des choses, c'est exceptionnel, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus dur. C'est à la fois de se retrouver dans un lieu d'exception et de revenir au réel. Et c'est un passage qui peut être
chacun moi j'ai connu du côté de la Villa Médicis, qui peut être extrêmement douloureux et extrêmement perturbant. Alors ça fait un peu enfant gâté, mais c'est vrai, il faut le savoir, et on ne le dit pas, souvent on ne le transmet pas, cette idée qu'il faut, en fait, dès qu'on est arrivé, il faut préparer son retour, psychologiquement et avec des projets. Donc ça, si tu peux évoquer cette question, c'est intéressant. Oui, déjà, comment dire, c'est important de vraiment quitter son quotidien, de se séparer de tout ce qui nous rapproche de la France pour être en immersion totale et en fait de profiter à fond de cette expérience, parce que je me dis toujours, ça ne se représentera peut-être pas, et c'est une chance incroyable de pouvoir être payé aussi durant ce séjour et de faire ces recherches. Sauf qu'une fois là-bas, évidemment, on met un peu tout de côté, il faut être égoïste, parce que, voilà, pour toutes ces raisons-là, on a tendance à flamber tout son argent dès les premiers jours. Et en fait, le retour à la vie, à la vie réelle, en fait, à notre quotidien, il est extrêmement violent, parce que il y a tout ce moment-là des 6 mois pour moi qui s'est passé, qui est très dur à reprendre, parce que tout le monde a refait sa vie, tout le monde, en fait, toutes les personnes avec qui je travaillais, mais en fait, ils ont quelque part mis de côté. Enfin, en fait, on est oublié. Et en fait, quand on est entrepreneur comme Fanny, le fait de quitter son entreprise, même plus d'1 mois, 2 mois, ça peut porter beaucoup de préjudice à son activité. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'étais dans un tournant, je devais reprendre l'entreprise familiale. Les premiers jours où je suis arrivé au Japon, je me suis dit, c'est pas pour moi. Reprendre une affaire familiale, c'est trop de responsabilités et j'ai encore trop de choses à découvrir. Donc j'ai pris le parti à mon retour, de recommencer tout à zéro et de construire mon atelier et de repartir avec 0 client, zéro en banque. Et je pense que c'est dans ces moments-là où on a peur qu'on ose faire des démarches comme postuler à la Fondation Banque Populaire, en fait, qui aide en fait des projets, des profils comme nous pour se relancer financièrement. Et je pense que sans ces fondations-là, sans ces soutiens-là, toutes mes recherches amorcées au Japon, elles auraient été essoufflées vitesse grand V. Donc voilà. Et justement, est-ce que tu aurais avec le recul, est-ce que tu aurais si ce n'est des conseils, mais des préconisations dans l'avant-départ, pendant le voyage et le retour? Est-ce qu'il y a des choses, tu dirais, bon, maintenant peut-être que je ferai différemment, et pour d'autres qui partiront, peut-être qu'elles n'ont pas des mises en garde, mais voilà, en termes de méthode, il y a peut-être quelques éléments à faire ou à penser. Oui, tout de suite, je pense à la vie perso. Oui, il ne faut pas laisser de côté sa vie de couple, par exemple. Et il faut prévenir aussi les gens avec qui on travaille, les mettre au courant, les tenir au courant de ces actualités. Et je pense qu'après coup, moi j'ai pensé que toutes les personnes avec qui je travaillais, elles auraient été contentes de suivre cette aventure, et elles l'ont été. Mais c'est pas moi qui ai fait la démarche de les mettre au courant. Et je pense que ça change beaucoup, de garder un lien quand même et de ne pas couper complètement de la France, quoi. Alors, peut-être le public ne le sait pas, c'est que quand on va dans ce genre de résidence, on y va pour un projet. Généralement, on s'assoit dessus, on s'assoit sur son projet, on ne le fait pas, c'est rare qu'on le fasse. Mais d'un autre côté, le projet peut structurer son séjour. Et la question qui peut se poser, est-ce que mon séjour va répondre à mon projet, ou alors je rentre dans une immersion totale, quitte à me perdre complètement, mais du coup avec un retour extrêmement compliqué. Donc en gros, c'est un jeu d'équilibriste entre complètement se perdre, mais aussi avoir des éléments structurants de retour, peut-être d'exposition, de présenter un projet pour des fondations ou autres, qui permet de ne pas complètement perdre pied. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive au Japon, ou qu'importe le pays,
on arrive avec son projet. On sait pertinemment qu'il y a des aléas et les personnes qu'on veut rencontrer ne sont pas disponibles. Le projet qu'on a pensé ou rêvé, eh ben, ça ne marche pas. Enfin, il y avait des... Enfin, on passe, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Et effectivement, il faut garder quand même quelques structures, mais d'ailleurs, c'est bien d'avoir plusieurs axes dans un projet. Comme ça, si un des axes ne marche pas, on a toujours de quoi se raccrocher. Mais on a tout intérêt à garder, on va dire, ces axes, enfin, au moins un des axes, enfin, de le maintenir et de ne pas partir en roue libre, parce qu'il y a le retour aussi où les gens qui nous ont soutenus, la Villa Kujuyama, pour le coup, appelle ça le post-résidence, le soutien post-résidence, qui nous aide à, on va dire, à promouvoir nos recherches par le biais d'expositions. Donc évidemment, si on est parti dans tous les sens et qu'il n'y a pas vraiment de matière ou de choses concrètes, eh ben, on n'en bénéficiera pas. Voilà. Et dans ton cas, c'était la première fois que tu allais au Japon? Oui. Et donc là, on a parlé du trouble post. Et le trouble en arrivant, c'est les troubles ou le trouble ou la perte de sens, de repère, déjà le décalage horaire. Oui. Mais comment on gère comment toi tu as géré cette perte de repère? J'avais quand même un peu. Je savais déjà que j'avais du temps pour m'acclimater, parce que c'était un voyage voilà, de presque 6 mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé à faire des cours de japonais en amont et sur place, pour juste aussi rencontrer et comprendre un peu mieux la culture. Et après à aller contacter les artisans ou les personnes avec qui j'avais envie de travailler ou de rencontrer. Et non, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Oui, non, le trouble face à... Oui, on est complètement troublé parce que tout est différent. Déjà, j'avais loué une moto, je vais dans le mauvais sens directement. C'est très bizarre, on n'est pas obligé de porter de casque, enfin bon bref, et tout est, il faut penser presque à l'envers. Pareil on peut pas fumer dans la rue, enfin on peut pas fumer dans la rue, mais on peut fumer dans les restaurants, enfin c'est complètement aberrant. Enfin, ça, c'est que des détails, mais phonétiquement et tout ce qui est écriture, on est complètement largué. Et même durant les rendez-vous avec les artisans, ils parlent très mal anglais. Enfin, ils parlent aussi mal anglais que moi, donc ça allait, on se comprenait. Mais sinon, c'est très compliqué. C'est vraiment déroutant. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Dans les micros. Bonsoir, Max Moulin. Est-ce que vous avez préparé vos rendez-vous avec les Japonais avant de partir? Parce qu'il me semble qu'à l'Institut français, on est très exigeant là-dessus. Ouais. Et donc, vous saviez déjà qui vous vouliez voir? Et est-ce que ce sont les personnes avec qui que vous avez citées ensuite, ou ce sont d'autres? Alors, c'est une très bonne question. L'Institut français exige d'avoir des contacts déjà établis, sauf qu'on sait tous que c'est impossible. La culture japonaise a besoin qu'on soit sur place pour nous faire confiance et acter un rendez-vous. Et souvent, ça se fait par le biais de quelqu'un que connaît l'artisan. C'est très compliqué de rentrer... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était les artisans ou des artistes que j'avais envie de rencontrer. C'est toujours très délicat. C'est quand même il y a beaucoup de codes à respecter. Oui, j'avais pris en amont des contacts.
voilà, dit que je serai à telle période au Japon et qu'on essaierait de trouver un moment quand ils seront disponibles. Voilà. Et après, c'est à eux de revenir pour proposer une date. C'est généralement pas l'inverse. Ouais, c'est assez compliqué. En fait, c'est pas compliqué, c'est très long. Voilà, très lent. Il faut mériter le rendez-vous. Oui, micro. Attendez. Oui, vous nous avez parlé beaucoup d'artistes qui avaient acquis leurs compétences par transmission. Oui. À Kyoto, est-ce qu'il y a des écoles d'art aussi? Est-ce que vous avez été en contact avec ces écoles qui offrent des cursus peut-être aussi de compétences? Oui, j'ai été à l'école TASC qui avait un partenariat justement avec l'école Boulle à ce moment. Donc j'ai pu voir en fait comment se passait la transmission de professeur à élève. C'est bien ça que vous... Ouais. Et ben en fait le professeur est très très respecté. Il n'y a pas un bruit, il y a personne qui moufte dans la classe. et en fait ça montre à quel point l'éducation est importante et qu'elle est respectée. Que c'est vraiment une chance d'avoir un maître qui prend le temps de nous transmettre son savoir. Donc c'était aussi une belle leçon. Une autre question? Et il y avait des filles dans cette école? Oui, il y avait quand même la parité, oui. Ouais. Ouais. Une autre question au fond? Est-ce que les artisans japonais que vous avez rencontrés sont venus vous voir à Paris pour travailler avec vous? Parce que c'est une belle expérience que vous avez racontée. Oui, il y en a eu un qui est Lacker, qui est venu, d'ailleurs qui a passé 1 mois à la maison. Donc c'était un bel échange. Et on a pu amorcer en fait des recherches et c'était juste des recherches sur de l'application de la LAC sur d'autres supports, mais non, pas d'autres échanges. Et c'est compliqué pour eux de venir en France parce que ils ont très peu de jours de congé et même s'ils les ont, ils s'accordent très peu de temps de repos. Donc tu veux dire par là que pour eux, la recherche, c'est des congés? Oui, c'était vraiment intéressant. Ouais. Mais en fait, par exemple, un des exemples avec Kosuke Kato, le forgeron, il a vraiment pris en fait des vraies vacances. Pour lui, c'était des vacances qu'il s'est accordées pour expérimenter. Et en fait, à la fin, on a fait des pièces assez exceptionnelles parce que je suis revenu 3 fois au Japon. À chaque fois, je suis reparti le voir et à chaque fois, on a fait un nouveau projet, des sculptures, des mobiles, des bijoux, etc. Et en fait, je lui ai dit un jour, mais il faudrait qu'on pense à vraiment les exposer parce que, en fait, il faut montrer ces recherches-là. Et en fait, il me répond que il aimerait beaucoup, mais il est représenté par une galerie qui a l'exclusivité sur son travail. Et en fait, il ne peut pas faire ce genre de projet. C'est pas bien vu du tout vis-à-vis de sa galerie. C'est-à-dire que ça sort de la case. Une autre question? J'en ai une petite dernière. Oui, bonsoir, merci pour votre présentation, c'est super. Je suis allé 2-3 fois dans ce pays, c'est vrai que tout est tellement différent, mais attirant. D'expérience, parlez-nous un petit peu du contexte dans la villa. Il y a des contacts entre les différents stagiaires et membres résidents, pardon. Il y a une émulation entre vous parfois ou pas? Ah oui, complètement. Comme je disais, tout le monde est dans le même moule, on va dire, parce qu'en fait, il y a des aléas qui se passent et on a besoin de se confier, en fait, de raconter nos problèmes, nos difficultés.
bon, je ne vais pas les citer, mais j'ai eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de gens complètement en fait déstabilisés, à même se dire est-ce que je vais pas rentrer en France, et qui étaient venus avec leurs compagnons qui se sont séparés. Enfin bon, bref, les histoires, les romances, en veux-tu en voilà. Il y a eu tout un tas de choses en fait qui ont perturbé chacun. Donc oui, il y a eu beaucoup d'émulation déjà à ce niveau-là, mais aussi on a appris à se connaître, à échanger sur ce qui se passait dans nos projets. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on se rend compte que chacun n'a pas du tout la même façon d'aborder son médium ou son travail. Et c'était là la richesse aussi de rencontrer un designer, une écrivaine. C'était vraiment, on était curieux de chacun. Voilà. Et j'ai envie de dire, il y avait quand même cette bienveillance qui régnait constamment. Merci beaucoup, merci Karl, et on continue avec une petite coupe. On continue nos échanges. Merci. Alors on continue cette soirée d'inspiration japonaise avec Fanny Boucher, qui est un tout autre métier d'art, même si il y a un certain nombre de liens. Fanny est allée plus récemment à la Villa Kujoyama, et c'est une héliograveuse au grain, un procédé très ancien, qui là aussi a à la fois un parcours de création avec un dialogue avec des créateurs contemporains, et qui là aussi est récompensé par de multiples prix, et notamment le prix Bettencourt de l'intelligence de la main 2020, et qui est maître d'art depuis 2015. Donc son studio Héliog pratique cette technique qu'elle va préciser, et surtout qui a fait un voyage assez récent et qui va nous faire part de ses impressions et de ses découvertes au sein de la société japonaise. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Bravo Karl, c'était merveilleux, j'ai beaucoup aimé. Alors l'atelier Héliog, moi j'ai monté, on a vraiment une expérience très différente, et c'est génial de se retrouver avec Karl aujourd'hui, parce qu'on a vraiment vécu la Villa Kujoyama de façon très très différente. Déjà sur un timing de vie, moi je suis allée à la Villa Kujoyama, j'ai monté mon atelier en 2000, donc ça fait 23 ans, donc je suis allée à la Villa Kujoyama en février 2022. Donc ça faisait déjà 22 ans que j'avais mon atelier, et comme a pu le dire Karl, il m'était très très compliqué de quitter mon entreprise longtemps. J'ai pu bénéficier de cette résidence grâce à la Fondation Bettencourt-Schweller. J'ai eu le prix de l'intelligence de la main Talent d'exception en 2020. Et ils ont ouvert en fait aux lauréats de Bettencourt une possibilité de partir pendant un mois dans la résidence de notre choix, avec un projet bien évidemment bien ficelé. Et du coup, le Japon s'était imposé à moi. J'avais eu déjà la chance en fait de partir au Japon. C'était en 2017. C'était pour une exposition Wonder Lab. C'était une exposition qui avait eu lieu au Musée national de Tokyo. Nous étions 12 maîtres d'art français à avoir la chance d'être invités là-bas, avec une carte blanche sur une œuvre monumentale à exposer pendant 3 mois. Et nous étions partis donc à Tokyo grâce à Art & Craft, Gaël Dupré-Legros, et on était restés 15 jours là-bas. Après, j'ai pas vu le Japon. Pendant 15 jours, on était tous les jours dans le musée. Je voyais Tokyo le soir entre le musée et l'hôtel. On a donné des conférences, etc. Mais il y avait déjà eu une première approche qui remettait beaucoup en question. Et j'avais eu la chance de donner une conférence avec maître Moriguchi. Et c'était cette approche
japonais, ce rapport qu'ils avaient avec la matière, avec les savoir-faire qui m'avaient énormément interpellée. Donc tout naturellement, voilà, la Villa Kujuyama, ça m'a semblé un rêve. Pour vous le faire en bref sur l'hélio, à part si vous connaissez tous, l'héliogravure, c'est une technique du 19e qui mélange en fait la photographie et la gravure. Donc c'est une des toutes premières techniques d'invention de la photographie où on va graver une image photographique dans des matrices en cuivre à travers des gélatines photosensibles. Donc vous avez quelques images ici. Donc le but, c'est d'avoir cette matrice gravée et de l'imprimer sur papier. Donc l'atelier, moi j'ai une clientèle de photographes, de musées, de galeristes, de dessinateurs, artistes, etc. Donc là vous avez quelques exemples, par exemple voilà, des estampes. Donc je vais travailler avec pas mal d'artistes contemporains, principalement avec la fabrication de l'estampe papier, mais également les matrices qui sont un moyen de reproduction de façon très traditionnelle en estampe. Dire que c'est une technique très rare. Il n'y en a pas beaucoup de Alors oui, on n'est pas nombreux. En fait, on est 2 ateliers professionnels en France. Il y a l'atelier de l'élève que j'ai formé, Marie Levoyer, qui est restée 6 ans à l'atelier. Donc quand j'ai eu le titre maître d'art, ça m'a permis de former une jeune femme, de lui transmettre mon savoir-faire. Elle est restée 6 ans et elle a monté son propre atelier, donc je suis très très fière, au Jade maintenant, donc pas loin du mien qui est à Meudon, et elle réussit avec brio. Elle s'est spécialisée dans l'héliogravure couleur. Elle fait énormément de recherches. Elle est accompagnée par la Fondation des Banques Populaires qui l'aide dans ses recherches sur des recherches de pigments naturels, et c'est une des rares au monde à faire de l'héliogravure couleur. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, sinon il y a des ateliers, il y a quelques ateliers d'artistes qui vont faire de l'hélio aussi, ils sont 3-4 en France, mais il n'y a pas une spécialité aussi marquée. Et voilà. Donc là, vous avez des exemples d'hélio, c'était pour vous montrer de façon très très brève. Là, c'était la pièce qui avait été créée pour le Musée national de Tokyo. Donc il y avait déjà une volonté de sortir un peu de ce côté juste l'estampe, la gravure, et puis mettre ça dans un cadre, etc. Je commençais déjà à m'interroger un peu sur cette ouverture de l'estampe, de l'hélio à d'autres domaines que celui assigné depuis la fin du 19e siècle. Et donc c'est comme ça que petit à petit je me suis penchée sur les matrices, sur la matière même, sur le cuivre, qui est seulement un moyen de reproduction, qui est un outil de reproduction. Normalement, de façon traditionnelle, les matrices elles sont rayées. Une fois qu'on a reproduit, on les met dans un coin de l'atelier, on les jette. Elles sont pas du tout mises en avant. Et c'est quelque chose qui m'a toujours profondément interrogée. Déjà, quand j'étais à l'école Estienne, ça commençait un peu à me titiller. Et puis petit à petit, en grandissant, en vieillissant, voilà, je pense que la matrice, pour une femme, ça parle beaucoup. Donc, rayer les matrices une fois que ça a servi à reproduire... ça me gênait un peu, donc j'ai travaillé sur cette mise en avant du statut de la matrice. Là, c'est une œuvre protection donc, qui met en avant ces matrices, qui montre la matrice en tant que finalité, donc elle ne sert plus seulement à reproduire. Et puis le point d'orgue, ça a été cette pièce donc, que j'ai créée en 2020 pour Arboris, et qui m'a permis d'obtenir le prix de la Fondation Bettencourt-Schweller pour l'intelligence de la main. Voilà, en gros le parcours. Et du coup, quand je suis arrivée à la Villa Kujuyama, alors moi, j'ai eu une résidence très courte. Ma résidence, elle était d'1 mois. Donc, je ne pouvais pas me permettre, en fait, de perdre du temps. Donc, j'ai énormément préparé en amont mon voyage. J'ai beaucoup étudié, j'ai démarré mes carnets de recherche, je vous ai apporté mon carnet de recherche qui va pouvoir circuler. J'ai démarré mon carnet de recherche déjà avant de partir à la résidence. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup recherché, et je m'interrogeais beaucoup sur les techniques, vous savez, les shoji, les parois translucides qu'il y a dans les temples, en me disant mais ce serait magnifique de pouvoir héliograver des shoji, de pouvoir imprimer, de
joué sur cette transparence. Ils ont un travail incroyable de tous ces papiers. Donc, mon but, c'était de travailler là-dessus. Et en effet, on est rattrapé par plein d'autres choses quand on arrive là-bas. Donc, on a tendance à bifurquer. Mais il y avait vraiment cette volonté dès le départ. J'avais tout calé. J'avais travaillé en amont avec la Fondation Bettencourt, avec la Villa Kujuyama. Il y avait quelques rendez-vous prévus avec des artisans et j'avais beaucoup préparé mes visites. Donc en fait, quand je suis arrivée, je me suis laissée une journée pour me recadrer et le deuxième jour, ça y est, c'était parti. J'allais faire mes visites. J'ai pas eu le rapport de Karl avec. C'était au mois de février. Il fait super froid, faut le savoir. Il fait un froid de gueux. Donc non mais c'est vrai. La neige, tout ça. Donc il n'y avait pas d'apéro. Et les parties communes de la villa, on se caillait. Donc, moi, je passais beaucoup de temps sur ma petite mezzanine du studio. Les lieux sont incroyables, de sérénité. En fait, moi, ce voyage, ça a été une parenthèse de vie que je me suis octroyée au bout de 22 années de travail assez rude. Et cette parenthèse, c'était, je suis partie au bout du monde pour me retrouver le plus proche de moi-même, en fait. Et volontairement, je me suis isolée. J'ai évité les contacts humains. Parce que déjà, j'y comprenais rien. Donc, j'avais pas eu le temps d'apprendre le japonais. Je savais dire merci. Je disais merci à tout bout de champ. Je rentrais dans un magasin, je disais merci. Je sortais, je disais merci. C'était mon seul et unique mot. Donc en fait, volontairement, je me suis enfermée dans une bulle pour pouvoir mener à bien mes recherches en fait. Et donc j'avais quelques rendez-vous de calés avec des artisans. Je suis allée revoir Maître Moriguchi. J'ai rencontré des confrères, l'atelier Ben Rideau, qui faut des colotypes. Une technique incroyable de phototypie sur verre, etc. Mais c'était, voilà, il y a eu quelques jours comme ça, on va dire qu'il y a eu peut-être 4 ou 5 jours où j'avais des rencontres, et sinon le restant du temps, j'avais fait table rase, et je partais le matin tôt, et je vadrouillais partout dans Kyoto et ses environs pour aller voir les temples, pour aller voir ces fameux shoji. Et dès le premier jour, en fait, il y a eu les fusuma, qui sont les panneaux muraux, là, pour le coup, qui sont peints en or, qui m'ont interpellée. Je suis restée pendant 1 heure devant un des fusuma du premier temple que j'ai vu, où j'ai été complètement bouleversée par le rapport qu'ils avaient à la matière. Et sur cette place, alors du coup j'ai fait des recherches, la villa bénéficie d'une bibliothèque, donc je suis allée le soir, j'allais chercher des bouquins, voilà, et ils ont une philosophie du ma, c'est ce qu'ils appellent le vide, qui n'est pas le vide en fait, c'est des japonais. Donc le vide est matière, le vide sert le motif. Le ma, c'est cette distance qu'il y a entre vous et moi, mais en fait qui est cette vibration qui reste entre la fin de ma parole et ce silence. Il n'y a pas de silence, il y a des vibrations. Donc c'est vraiment une philosophie qui m'a énormément interpellée, qui marche en musique. Du coup, j'ai rencontré une musicienne qui travaillait aussi sur le ma, qui avait été résidente. Et dans les arts visuels, il travaille beaucoup là-dessus aussi. Et donc, je me suis mise à avoir une idée fixe sur les fusuma. Donc, je me suis fait une quantité de temples assez impressionnante où je travaillais sur ces fonds, en fait,
Ça, c'est mes carnets de recherche, des parties des carnets de recherche. Voilà, vous voyez, où là-dessus, j'allais travailler là-dessus. Je remettais ça en relation aussi avec Tanizaki, l'éloge de l'ombre, qui travaille, qui parle merveilleusement bien de cette lecture dans l'obscurité. Nous, dans mon atelier, on est tous avec du mirror, où il faut que ça brille. Là-bas, c'est des épaisseurs de ténèbres, comme il dit, où il y a une autre approche, on rentre dans la matière, et il y a une notion du temps. Le temps, il est le meilleur collaborateur de l'artisan. On ne cherche pas à retirer la patine, au contraire, on la respecte, on ne cherche pas à retirer l'oxydation. Et j'étais absolument fascinée par ce lien et qui remettait complètement en question, moi, mon approche des cuivres héliogravés, de la brillance, du côté miroir de mes cuivres. C'était vraiment un choc visuel, il n'y a pas d'autre mot. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce rapport à la matière, sur ce rapport au vide qui n'est pas vide, etc. Et puis, j'avais aussi mon truc des arbres. J'étais partie aussi avec cette volonté de continuer ma série Arboris, etc., de créer d'autres Arboris. Et les Japonais, ils ont justement, dans leur représentation des arbres, l'arbre, souvent, il est horizontal. Il n'est pas vertical comme chez nous, et c'est absolument troublant parce que du coup, vous avez une espèce d'autres plans qui se forment avec cette présence à chaque fois d'espace de matière et un arbre qui arrive comme ça, mais qui arrive sur le côté en horizontal. Donc j'avais mon appareil photo parce que moi je pouvais pas expérimenter l'hélio, ça demande quand même du matos, j'allais pas venir avec ma grosse presse, etc. Donc j'y allais pour faire mes carnets de recherche, faire mes prises de vue, travailler sur tout ça, et une fois revenue en France, pouvoir là engendrer des œuvres à l'atelier, ce que je suis en train de faire. Donc il y a vraiment la notion aussi de cette représentation de l'arbre qui était super importante pour moi. Donc au fil de mes déambulations je travaillais, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Donc du coup, je me suis baladée un peu partout, je suis partie à Nara aussi, dans la forêt. À chaque fois des aventures pas possibles, où vous vous perdez, des aventures. Et il y a eu vraiment s'il y a quelque chose qui me reste de la résidence, c'est vraiment ce repli sur soi, en fait. Et c'est cette capacité énorme qu'on nous offre d'avoir le temps, d'avoir cette parenthèse d'une richesse incroyable où en effet, je m'étais coupée aussi j'avais prévenu tous mes clients, je leur avais dit, faut pas me déranger. Je me connectais le soir, parce que du coup, c'était le matin en France, pour voir les mails, voilà. Mais sinon, je coupais. Et c'est rare de pouvoir faire ça, en fait, d'avoir cette chance inouïe de pouvoir faire une pause, en fait, dans cette frénésie de vie qu'on peut avoir, et de s'interroger sur son geste, de s'interroger sur sa matière, d'aller chercher plus loin. Enfin, c'est vraiment un apport de milieu de carrière qui relance toute une capacité d'avenir, en fait. Donc c'est cette richesse-là qui était vraiment très très importante pour moi. Donc de là est né, là voilà, vous voyez, il y a par exemple le travail sur les ondes. Donc à chaque fois, je faisais des liens avec des poètes japonais, avec ce qu'ils avaient pu dire, en essayant de trouver, mais comment moi, à travers mon savoir-faire, comment est-ce que je peux retranscrire leur philosophie dans l'héliogravure, comment est-ce que je peux retranscrire leur philosophie dans l'estampe, dans le papier, dans tout ça. Donc c'était tout le temps ce questionnement qui revenait tous les jours. Et petit à petit, vous arrivez à affiner. Il y a des moments un peu
où vous flottez en fait, et il y a des choses qui se révèlent. Donc j'ai pu faire tous ces carnets de recherche, me nourrir énormément d'images qui maintenant me permettent d'engendrer des créations, des collaborations également, parce que ça c'est super important aussi, les collaborations avec d'autres métiers, etc. Vous voyez sur ces images, ma façon de faire les prises de vue des arbres, en fait, elle a changé. C'est très japonisant. Je travaillais beaucoup sur les masses, sur le ciel, sur la partie blanche, pour moi, que je visualisais déjà en cuivre, avec de la patine, etc. Donc, il y a eu vraiment tout un geste qui a amorcé le travail actuel. Et quand je suis rentrée du coup en France, j'ai eu ce truc de me dire, les 3-4 jours avant, j'ai commencé un peu à avoir une petite angoisse en me disant ça va être compliqué de revenir, et pourtant c'était qu'un mois, donc je me mettais à la place des résidents qui étaient sur 6 mois, mais ça a été un tel moment de repli en fait, que c'était très dur de me reconnecter à la réalité. Je pense que ça doit faire ça à tout le monde. En plus, pour rien ne vous cacher, je suis malentendante, moi je suis implantée, et quand je suis allée au Japon, je pense que du coup pour moi, comme j'ai l'habitude parfois de rien comprendre à ce qu'on me dit, du coup c'était peut-être plus facile pour moi en fait de m'adapter, parce que en tout cas souvent si j'ai pas l'implant, je comprends rien. Donc en fait au Japon j'ai retiré mon implant, donc je n'entendais rien, et c'est génial. Faut bien trouver des côtés positifs, parce que du coup ça vous permet d'être encore plus dans cette bulle. J'ai jamais été, en fait je sais pas ce qu'il y a comme bruit au Japon, tu vois, du style les feux, il paraît que ça fait des bruits un peu débiles, je ne les ai pas. Donc du coup pour moi c'était vraiment ça a été un voyage, quand je vous dis de repli sur soi, c'était un voyage dans le silence en plus, parce que c'est rare que je me permette ce luxe de ne pas devoir me coller mon truc dans le crâne, et du coup c'était un double luxe, parce que j'ai pu me retrouver moi en fait dans le silence, et j'évitais un peu les interactions sociales aussi à cause de ça, et c'est vrai que ça a été ça m'a aidé en fait à avoir cette capacité de repli très très vite, et à pas être dérangée parce que je comprenais rien en fait. Voilà, donc souvent les gens me disaient « Ah, mais tu y es allé super vite, comment t'as fait ?» Je dis « Bon, j'ai l'habitude. » Voilà, c'est... Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est des... je pense que pour les personnes qui désirent, qui aspirent à des expériences comme ça, c'est d'une richesse incroyable. Je rêve d'y retourner voilà, sur des temps courts, d'un mois, parce que plus je plante mon entreprise si je fais plus, mais c'est vraiment, ça permet de se retrouver. Voilà. Merci Fanny. Je dirais ce qui vous caractérise tous les deux, et ce qui caractérise peut-être un bon voyage d'études, c'est se perdre pour mieux se retrouver. Mais pour se perdre, il faut organiser sa perdition pour mieux se retrouver, parce que sinon ça peut être assez déstructurant. Et ce qui peut être très bien, mais aussi assez perturbant pour des retours, parce que ce qu'a dit Karl sur les séjours de 6 mois, c'est les problématiques de
d'activités économiques, d'activités amoureuses, d'activités et d'autres problématiques que je n'aborderai pas, qui peuvent être assez dramatiques. En tout cas, merci. Moi, j'avais peut-être une première question. Tous les deux, vous avez évoqué ce rapport, évidemment, au Japon, mais ce rapport à la nature. Qu'est-ce qui vous a, dans la culture japonaise, qu'est-ce qui vous a fasciné, interloqué, interrogé, énervé éventuellement Alors moi, mon travail, il est basé là-dessus, vous avez dû le remarquer. Donc c'est vrai que j'y allais aussi pour aller voir le rapproche, le rapport aux arbres, etc. Parce que ça me touche beaucoup. Moi, c'est les temples shinto où vous avez les portes qui s'ouvrent non pas sur une figure divine, mais sur des arbres ou sur un paysage. C'était absolument bouleversant. Il y a un rapport, se perdre dans ces forêts où tout vous dépasse en fait. Vous êtes continuellement dépassé et vous vous perdez dedans. Apprendre à ne pas avoir peur de ça. C'est quelque chose que j'ai appris au Japon. Le rapport qu'ils ont en effet sur la nature, surtout dans la culture shinto, c'est absolument incroyable. Et toi, Karl, ce rapport Moi, je me suis étonné moi-même à me balader des heures et des heures dans la nature, chose que je ne fais pas assez en France. Ouais. Donc se lever tôt, partir à la cueillette aux champignons, c'était des petits plaisirs comme ça que je m'accordais et je comprenais pas pourquoi en fait je me l'accordais à l'étranger et pas en France. Donc du coup j'ai changé. Voilà. Bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté nature au Japon qui est assez incroyable, qui est captivant parce que en fait on a envie de toucher à tout. La mousse qui est assez incroyable. Après, toi, tu y as été durant l'hiver, mais je ne sais pas s'il a neigé à ce moment-là. Oui, il a neigé. J'ai failli perdre 3 doigts. Voilà. On dit qu'au Japon, la neige est une des plus pures au monde. Voilà, ça joue quand même un rôle d'inspiration énorme, en tout cas. Ah ouais, mais c'est incroyable. Et puis en plus, vous savez, vous avez la capacité. Alors le matin où je me suis réveillée, où il y avait tout était blanc, j'étais comme une dingue. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. Je me suis levée d'un bond et je suis partie direct. Il y a un petit temple pas loin de la villa où on peut vraiment se mettre sur les tatamis et se poser, prendre un thé si on veut. On peut demander si on arrive à se faire comprendre. Et vous êtes face à leur jardin japonais, où vous êtes face au monde, hors temps. Et je suis partie là-bas, et j'ai regardé pendant 2 heures cette neige, en effet, tomber sur ce jardin où c'est une petite représentation du monde. Et c'est bouleversant de voir cette quiétude. Et de pouvoir prendre le temps d'être assis pendant 2 heures juste à regarder la neige tomber. On ne le fait pas assez souvent, je pense. Moi, par contre, dans ma vie, je pars souvent m'enfermer dans une petite maison au milieu de la forêt. Il n'y a pas un être humain là-bas, c'est un bonheur, vers Limoges. Et je peux passer 2 heures comme ça, à regarder les arbres. Donc j'ai une tendance un peu comme ça déjà. Contemplative. Ouais. Contemplative. Mais au Japon, c'est incroyable. Et aussi, sur leur rapport à la nature, il y a quelque chose qui m'a touchée énormément, c'est que quand un arbre va tomber ou quand un arbre est blessé, ils ne le coupent pas. En fait, ils lui mettent un pansement, ils le soignent. Donc c'est ces branches avec des attelles partout, mais des pansements. Je trouve ça d'un respect, d'une poésie absolument incroyable. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, bonsoir. C'est pas une question, c'est une suggestion. Connaissez-vous le parc des Buttes Chaumont ? Le parc des Buttes, il y a un arbre japonais, oui, tout à fait, magnifique. Oui. Il y a un Sephora extraordinaire qui est tout à l'horizontale et qu'on n'a pas coupé, qui est très vieux et qui est
dont les branches sont supportées par des tuteurs pour qu'ils continuent de... Voilà. Oui. Une autre question ou remarque? C'est plutôt aussi une remarque, c'est que ce que tu parlais de la fascination vis-à-vis de la nature, ça me rappelait c'est une question que je me pose souvent, par exemple, cette fascination vis-à-vis du Japon, est-ce que c'est parce que ça nous rappelle fondamentalement quelque chose qui est en nous, ou quelque chose qui est complètement extérieur à nous? La fascination vis-à-vis du Japon remonte à longtemps, elle remonte notamment au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Des artistes comme Manet, comme d'autres vont être fascinés. Donc, est-ce qu'on est touché parce que quelque part on y est proche, ou alors on est touché parce que c'est totalement différent? C'est une question presque de l'ordre philosophique. Mais vous, ouais. Comment vous ressentez ça par rapport à ce que vous avez senti des choses qui étaient en nous? Et moi, je pense qu'en fait, il y a quelque chose en nous quand on y va, et il y a un rapport à la fois de lointain et de proche. Alors c'est rigolo parce que quand j'étais à Tokyo, j'ai pas du tout été touchée pareil, absolument pas même. Enfin, c'était une vie à 100 à l'heure où j'ai pas une passion pour les trucs là. Ils sont déguisés en Mario Bros et tout. Enfin moi c'est pas un truc qui me touche. Donc je me suis dit Tokyo c'est pas mon truc. Mais alors, par contre, en fait, je pense que c'est pour ça la réponse, c'est en nous. Moi, c'est plus le rapport à ce silence qui est en moi, mais ce rapport qu'ils ont de respect de ce silence, de ce temps passé d'observation. Dans la plupart des temples, dans la plupart des musées, c'est interdit de prendre des photos. C'est interdit de sortir son appareil photo pour prendre. Même dans les jardins, dans les temples, on ne le fait pas. Et en fait, on se rend compte qu'on ne prend plus le temps de s'asseoir, mais même dans les musées, on ne prend plus le temps de s'asseoir et d'observer. On prend la photo, puis on se barre et on va voir quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ce truc profond qu'on a de nos racines, où on n'est pas fait pour vivre comme ça. Enfin, on est là pour aussi observer, pour prendre le temps d'être dans l'élément, de faire corps avec l'élément qui nous entoure. Donc je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui était au plus profond de moi et que j'ai retrouvé là-bas, enfin, qui a résonné. Plus en fait, en effet, à Kyoto, ou dans les endroits où il y avait un rapport à la nature qui était absolument dingue, parce que même en termes de verticalité, je ne sais pas si tu avais vu, tu sais, il y avait un temple, le temple super connu où il y a tous les touristes avec tous les toji rouges. Oui. Voilà. Ça, c'était lui. En fait, vous voyez, il y a les torii, et en fait, l'arbre à côté, en fait, il fait partie. Il n'y a pas de dissociation. Les deux sont tout le temps présents. Donc ça, c'était le premier soir où j'ai visité, où je me suis retrouvée là-dedans. Tard, la nuit est tombée, il n'y avait plus personne. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et après, on m'a expliqué à la Villa Kujuyama qu'en fait, la nuit, il y avait les esprits qui sortaient, je ne sais trop quoi, et qu'il ne fallait pas y aller. C'est pour ça que j'étais toute seule dans le truc. Moi, j'ai vu un chat un peu bizarre qui me regardait comme ça. Je me suis dit, lui. Bon, finalement, je suis sortie saine et sauve. Mais néanmoins, en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a un lien tout le temps, en fait, et c'est ça, au fond de moi, où je me suis dit, je me retrouvais là-dedans, en fait. Je sais pas, toi. Et toi, Karl? Moi, j'y ai été dans j'y étais déjà. Je me suis retrouvé complètement perdu avant même d'y arriver, parce que j'aimais plus ce que je faisais. J'aimais plus mon métier, en fait. J'en avais un ras-le-bol du bijou. Donc, en fait, j'ai découvert toute cette richesse dans les métiers d'art. Déjà, c'est ça qui m'a, on va dire, un peu, inspiré, sensibilisé. Et on dit que le Japon, en fait, dans la philosophie, on trouve un peu un moment son Nindo, donc sa voix. Et honnêtement, je pense que, contrairement à Fanny, qui est allée à un moment dans sa carrière, je pense qu'au milieu de sa carrière, qu'il y a vraiment donné une autre direction. Moi, je pense que ça a marqué, en fait, le début. Voilà. Et
et puis après, c'est cette quiétude constante qu'il y a, où en fait on relâche, on va dire, sa carapace, enfin parce que il y a de la bienveillance, on peut laisser son sac par terre, on va le retrouver plus tard, quelqu'un va nous le ramener, son vélo jamais attaché. Il y a quand même un confort de vie qui est assez agréable. Après, il y a d'autres inconvénients, mais voilà. Merci. La bouilloire ou la bouilloire avec les trucs écrits en japonais, et le radiateur. Ah ouais, eh ben oui. Et ben en plein mois de février, t'es avec ta télécommande, t'as cliqué sur tous les boutons que tu connaissais pas, et ben t'es mal. Une question ? Oui, un commentaire peut-être. Il y a un mot que vous n'avez pas employé l'une et l'un, mais qui sous-tend vos deux interventions, c'est celui de spiritualité. Vous savez sans doute, ou si vous ne le savez pas, mais peut-être que les gens du public ne le savent pas, mais la Villa Kujuyama a été fondée en 1922. Enfin, l'idée de la Villa Kujuyama, c'est 1922, c'est Paul Claudel, qui était ambassadeur à ce moment-là de France au Japon, qui a eu cette idée d'une villa croisée, de rencontre croisée entre les artistes français et les artistes japonais. Et Paul Claudel avait une vie spirituelle très riche. Ouais. Pardon, mais oui, on dit déjà qu'elle est hantée, cette colline. Donc au niveau de la spiritualité, je pense qu'elle est à son apogée. À mon avis, on ressent ces énergies-là, en fait, quand on est à la villa. Donc voilà, on ne sort pas trop la nuit. Merci en tout cas pour cette remarque sur le spirituel. Et je dirais que la question du temps, oui, j'ai compris. La question du temps est au cœur des métiers d'art. Et ça, c'est une remarque plus personnelle. C'est une question éminemment spirituelle. Question. Oui, à moi c'était court. Est-ce que vous avez eu le temps d'approcher les différents types de papier qu'ils utilisent et les pigmentations? Est-ce que vous avez appris des choses là-dessus? Est-ce que vous en êtes servi après? Oui, alors je suis revenue, j'ai rencontré des fabricants de papier, en effet, et j'ai pu leur passer des commandes de papier vraiment spécialisés justement dans les shoji. Donc c'est des papiers qui sont extrêmement résistants, qui ont une transparence. Donc j'en ai fait venir à mon atelier, je suis en train de développer un travail dessus. Et alors, ça modifie un peu votre approche de l'impression ça va modifier parce que vous n'avez pas les mêmes temps de séchage, par exemple, vous n'avez pas la même préparation du papier en amont. C'est un papier qui est assez différent. Donc vous allez vous adapter. C'est comme si vous imprimez sur du parchemin. Il va falloir trouver la bonne façon de mouiller la matière, de la rendre amoureuse à l'encre. Donc il y a ce travail en effet qui est fait. Après, j'ai pas pu expérimenter là-bas parce que un mois c'est super court. Donc j'ai fait une visite à Washi Life, ça s'appelle, c'est tout un programme, même deux. J'en ai fait deux et j'ai eu un workshop d'un monsieur qui nous a montré comment on collait les shoji, parce que j'ai appris un truc incroyable, j'adore. En fait, tous les ans, ils sont obligés de changer tous les shoji de tous les temples, parce que le papier jaunit. Et parfois, même moi j'avais envie de mettre mon doigt. Et en fait, ils me disent que la veille que les gens passent pour changer tous les shoji, les enfants ont le droit de faire. Ça fait qu'il y a plein de petits trous, de petits doigts d'enfants partout dans tous les shoji des maisons. Mais donc du coup, le monsieur nous a montré comment on retirait, comment on recollait les shoji, etc. Parce que j'avais une obsession là-dessus pour pouvoir ensuite le faire moi à l'atelier. Voilà. Une dernière question éventuellement? Oui, merci encore pour votre présentation. Vous indiquiez au tout début donc, que vous êtes deux ateliers professionnels en France, si j'ai bien compris. Est-ce qu'au Japon spécifiquement, puisque c'est le sujet du jour, il y en a? Et est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont ce genre de travail, comme vous l'avez en France?
Alors, au Japon, il n'y a pas d'atelier professionnel. Il y a un Américain, Peter Miller, qui vit à Kamakura et qui fait de l'hélio pour lui. Mais il n'y a pas d'atelier d'artisans qui font ça pour les autres artistes, etc. Voilà, encore une fois, en France, il y a 2-3 ateliers où les personnes en font. On n'est pas les seules détentrices du savoir-faire, heureusement. Mais dans des ateliers professionnels qui ne font que ça, où c'est l'activité principale, on est une douzaine, on va dire, à travers le monde. Il y en a quelques-uns aux États-Unis, il y en a un au Mexique, incroyable, à Mexico, j'aimerais beaucoup y aller. Ils font des hélios énormes, des gros formats, ils sont avec leurs acides dehors alors qu'il fait 40 degrés, je ne sais pas comment ils font. Et puis il y en a un en Allemagne, il y a un artiste en Norvège mais qui grave que pour lui, il y a un Espagnol, Karl Mitra, qui fait des choses géniales mais que pour lui aussi. Enfin, vous voyez, c'est un savoir-faire qui est quand même... c'est une toute petite niche, on n'est pas très nombreux. Et donc au Japon, pour moi, il y avait quand même aussi, outre le fait d'être dans la spiritualité, il y avait quand même un intérêt économique qui est de montrer le savoir-faire de l'héliogravure au Japon, ce qui peut énormément intéresser les photographes, et donc de pouvoir créer une ouverture. Donc il était... j'aurais aimé pouvoir participer au Kyotographie de cette année, qui est le grand salon style art Paris japonais. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. La suite a du mal à se mettre en place, mais voilà, c'est dans les... je n'abandonne pas, mais je pense que voilà, il y a un marché en plus économique d'ouverture et de transmission à se faire au Japon sur l'héliogravure. Les Japonais sont absolument subjugués par ces savoir-faire. Ben, merci beaucoup, merci, bonne soirée à tous. Merci. Juste vous dire qu'on peut se retrouver après-demain pour la présentation du livre de Harry Nureyev, qui est l'objet de la carte blanche, et donc qui présentera son livre avec Marie Godefroy, Olivier Gabé et moi-même. Voilà, ben, peut-être à jeudi ou alors à la semaine prochaine. J'ai mis à votre disposition des petites, le carnet de notes et des petites plaques héliogravées avec un début de recherche or, feuille d'or et tout le bazar qui est sur la gauche. Vous pouvez toucher, ce n'est pas fragile. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.